sujet avec l'annuaire des prestataires, où ce que je vous propose au menu, c'est une présentation du cadre méthodologique, Canva et des fils rouges, parler un petit peu des prestataires, des conditions, la fiche des prestataires, les recherches de prestataires, la page d'un outil de Social Business Models, la page standard, comment il se présente, la liste des outils existants aujourd'hui et des questions-réponses. Bien entendu, si vous avez au cours de la présentation des questions, vous pouvez les faire. J'y répondrai très volontiers. Vous pouvez le faire par le chat. Donc, c'est tout en bas de l'écran. Ici, vous allez trouver la possibilité d'écrire. Je crois que tout le monde a déjà écrit quelque chose. Donc, on parle essentiellement maintenant de l'annuaire des prestataires et tout l'ensemble des choses de Social Business Models est construit par une approche méthodologique avec 4 grands volets. On a 5 canevas qui construisent diverses facettes pour voir un modèle d'affaires. On a un référentiel de compétences entrepreneuriales et sociétales qui a été créé avec l'aide d'une centaine de personnes. On a des outils qui ont été développés en co-création et on a des fils rouges, 2 fils rouges pour le moment qui ont été construits. Et tout ça s'harmonise. Pour le moment, on n'a pas encore cette liaison entre le référentiel de compétences et les outils, mais elle va être mise d'ici très peu. Donc, pour commencer, l'approche systémique, on regarde l'organisation sous 4 facettes plus une. Donc 4 canevas plus un canevas central. On a le modèle permanent ou la mission de l'organisation qui est le modèle d'affaires sur lequel vient se superposer un modèle relationnel ou un modèle de gestion qui touche à la gestion de l'organisation, mais la gestion interne et externe. Et le tout, justement, est relié par les valeurs qui est le canevas central qui donne l'axe de cohérence. On a ensuite le modèle dynamique, donc la vision de l'organisation avec le modèle de stratégie. Et par-dessus, comme chapeau, on a la responsabilité sociétale des entreprises. L'ensemble de ces 5 canevas est justement une épine dorsale pour tous les outils. Donc tous les outils ou pratiquement tous font référence directement à un ou plusieurs canevas. Donc, ce qui permet, quand on veut travailler sur le modèle d'affaires, on peut faire une sélection de certains outils pour travailler sur le modèle d'affaires. Quand on veut travailler sur la gouvernance, on a d'autres outils pour la gouvernance. Et chacun de ces canevas est constitué de blocs qu'on va voir petit à petit. Donc, les valeurs, comme je disais, cet axe central qui soutient tous les autres canevas, il est aussi constitué de blocs. C'est ce qui donne le carburant, la motivation, la cohérence de l'ensemble, de l'organisation, où on mélange des croyances individuelles, la notion du vrai et du faux, qui est un peu plus liée à la foi, avec des valeurs partagées, qui sont plutôt la notion de jugement, de bien, de mal, de morale, et ça se mélange pour créer l'histoire avec l'histoire de l'organisation pour créer son ADN. Et de ce noyau, on dérive des comportements individuels qui vont être influencés par la culture organisationnelle et aussi des principes d'action qui sont des règles, des bonnes pratiques, des codes d'éthique qui vont donner la cohérence à toutes les actions, qui vont imprégner toutes les actions de l'organisation. Ensuite, on a le canevas du modèle d'affaires avec les valeurs au centre, qu'on reconnaît ici, et 8 questions. Donc, première question, c'est dans quel contexte l'organisation est immergée. Deuxième, je vous donnerai une copie de tous les PowerPoint. Je vous les enverrai spécifiquement. Le modèle d'affaires, donc on a la question du contexte, où est-ce qu'elle est immergée. Ensuite, on a la question primordiale sur les besoins. Quelles sont les opportunités, les problématiques, les besoins que l'organisation va essayer de résoudre.
On a ensuite les bénéficiaires qui sont indissociables du pourquoi. Donc, quelles sont les personnes, les publics cibles qui ressentent des besoins qu'on va essayer de résoudre. Ensuite, on a des canaux de communication et de distribution. Comment est-ce qu'on va livrer des prestations à ces publics cibles? Bien entendu, on arrive. Ah, Denise est à Dhaka au Bangladesh. Waouh! J'espère que Denise nous entend bien. On a nos prestations, qui sont les produits, les services de l'organisation qui vont être mis à disposition. La question suivante, c'est comment on va fabriquer, c'est avec quoi on va fabriquer ces prestations, quelles sont les personnes, les ressources, infrastructures et aussi les finances. Et très important, puisqu'on parle de modèle d'affaires social, c'est les résultats et l'impact. Quand dans une organisation classique, on sera plutôt dans un vérifiable financier, alors que dans une organisation à but sociétal, on aura une obligation de mesurer, d'évaluer vraiment si on a réussi à répondre correctement au pourquoi. Et finalement, la dernière question, qui peut nous soutenir? Quelles sont les parties prenantes qui peuvent nous aider dans notre démarche? Donc ça, c'est les 8 questions du modèle d'affaires de l'organisation. Si on monte, on peut superposer à ce modèle d'affaires le canevas de gouvernance qui se projette. Donc si on regarde ce bloc ici, c'est toute la gouvernance interne, c'est le staff, le comité, la direction, les membres, les bénévoles qui peuvent influencer très fortement les décisions de l'organisation puisque ça se reporte justement sur la partie des ressources humaines du avec quoi. Ensuite, on a une autre gouvernance qui est la gouvernance qu'on appelle de frontières. C'est ceux qui peuvent quand même avoir une forte influence sur les décisions de l'organisation, même si elles ne décident pas avec l'organisation. C'est les bénéficiaires, les clients, les fournisseurs, les financeurs et les partenaires de l'organisation. Et le troisième niveau de gouvernance, c'est la gouvernance externe qui a une influence un peu plus modérée, mais qui vraiment peut aussi participer à la gouvernance de l'organisation, influer les décisions de l'organisation. Voilà l'ensemble. Ensuite, on construit, on monte encore d'un étage et on a le canevas de stratégie où on a la vision et les scénarios. Donc la vision, c'est la vision du futur, la projection de l'organisation. Bonjour Patricia, la projection de l'organisation dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est l'étoile du Nord un petit peu. Et les scénarios, c'est des hypothèses qu'on va créer, des diverses visions qu'on peut avoir pour notre vision du futur, des variations. En fonction de cette vision, on va définir, on va d'abord faire un diagnostic et une évaluation du passé et du présent pour donner un point de départ, savoir où on est. En fonction d'où on veut aller et d'où on est avec le diagnostic, on va pouvoir définir notre stratégie où vont intervenir les forces, les faiblesses, les facteurs clés de succès, les opportunités, les risques, etc., qui vont nous permettre de prendre des choix stratégiques et ensuite de transformer cette stratégie en objectif, en projet, en échéancier, en budget, etc. Dernier étage, c'est le chapeau de la responsabilité sociétale des entreprises, qui n'est rien d'autre que l'ISO 26000, qui est venu se coller par-dessus les autres et se projeter. Donc, ce qui est très intéressant, si on regarde, par exemple, question relative aux consommateurs, c'est à côté justement de nos clients bénéficiaires et à côté de nos canaux de communication et distribution. Les relations et conditions de travail et les droits de l'homme à côté justement des processus de l'organisation. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet ensemble de canevas? Si vous en avez, je vous propose d'utiliser le chat
Je vois que quelqu'un était en train de... Pas de questions actuellement. Je crois que pour le moment, ça a l'air de jouer. Vous pouvez poser des questions. Je ne suis pas toujours avec les yeux rivés sur le chat, mais si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez les poser. J'essayerai d'y répondre au plus vite. Ok, donc ça, c'est notre vision d'ensemble des canevas. Et on a une vision temporelle qui sont les fils rouges pour le cycle de vie des organisations. Et nous avons divisé les premières étapes. Alors, la vision à plus de 5 ans, effectivement, Stéphane, c'est très très difficile et dans une époque de changement ultra rapide comme on a, c'est un petit peu difficile, mais c'est vraiment le rêve qu'on aurait. Hein, c'est une vision futuriste, c'est le cas de dire, mais qui ne va pas nécessairement être réalisable. Mais on essaye de rêver à quelque chose, parce que c'est ça qui va nous donner aussi une force pour aller de l'avant. Mais on peut la ramener à 5 ans, je suis tout à fait d'accord. Donc, pour revenir à ces phases, nous sommes arrêtés, nous n'avons pas fait toutes les phases du cycle de vie des organisations, mais nous avons regardé bien le début, la création des organisations, où nous avons une phase de curiosité, quand on regarde simplement, tiens, c'est quoi créer une entreprise, une phase de conception, quand on commence à avoir des idées par rapport à des observations qu'on fait sur le terrain, de la maturation, quand on mûrit une idée pour la transformer en projet, implantation, quand on implante le projet, décollage, c'est les premières opérations jusqu'à ce qu'on atteigne un point d'équilibre, et en vol, c'est quand on vient de passer notre point d'équilibre et qu'on est en croissance. Donc, on a pour le moment, je dirais, 2 fils rouges. Les fils rouges, c'est quoi? C'est des séquences d'outils où on recommande pour développer la conception d'une idée, la transformation d'une observation en une idée pertinente, il faut passer par tel outil, ensuite tel outil, ensuite tel outil. Donc, c'est des recommandations. Donc, on a le fil rouge de conception et un fil rouge de maturation. Le fil rouge d'implantation, on a déjà quelques outils, mais ça sera essentiellement des outils de gestion de projet, puisque c'est un projet d'implantation de tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse commencer à lancer les opérations. Ensuite, parlons de vous. Pour que les personnes puissent faire partie de notre annuaire, nous avons très peu de conditions, mais elles sont quand même essentielles. Premièrement, être membre de l'association. Pour ceux qui sont membres d'après Béjune, par exemple, ce n'est pas une obligation contractuelle avec une obligation de payer une cotisation de valeur fixe toutes les années. Mais être en accord avec les statuts de l'association et les valeurs de l'association Social Business Models. Avoir suivi une formation présentielle ou à distance, comme vous le faites maintenant sur le concept global des divers canevas, et avoir suivi une formation présentielle ou à distance et avoir testé au moins un des outils existants de la plateforme, ou alors, ce qui est encore mieux pour nous, proposer un nouvel outil qui vienne compléter l'ensemble des outils que nous avons déjà et qui s'intègre avec les autres et travailler aussi sur la rédaction de sa fiche comme auteur ou co-auteur. Donc, c'est 2 alternatives. Qu'est-ce que ça permet d'avoir? Ça permet d'avoir... Alors, tester un outil, Patricia, ça peut être appliquer un des outils avec soi-même, son organisation, avec un client, un de ses clients, avec une organisation qu'on soutient d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment mettre en fonctionnement un outil et voir quels sont les résultats. Quitte éventuellement à pouvoir écrire un exemple d'utilisation de l'outil, relater l'expérience.
Ah, là, pour le moment, je n'ai pas de réponse pour ça, Patricia. Je ne sais pas encore comment on va mesurer la capacité des prestataires. Je pense que c'est une question de confiance aussi, où les prestataires, justement, dans leurs fiches, vont pouvoir dire quels sont leurs champs de compétences et quels sont les outils qu'ils préfèrent. On peut le voir ici dans la fiche. Les outils préférés et quels sont les champs de compétences entrepreneuriales que les prestataires disposent. Donc, les prestataires peuvent remplir leur fiche et leur fiche sera visible et sera aussi diffusée sur les réseaux sociaux, sur Google. On commence. Notre position par rapport au Business Model Canvas et Value Proposition Canvas de Osterwalder, en réalité, notre canevas de modèle d'affaires, il a été inspiré d'une part du cadre logique, du Logic Framework des années 1960 de la Banque mondiale et intégré avec le Business Model Canvas d'Osterwalder et Pigner. On a inclus la question des besoins et des réponses aux besoins avant l'apparition du Value Proposition, une canvas de Osterwalder et Pigner. Donc, on ne l'utilise pas parce que notre canevas est, est très semblable, mais il englobe déjà un certain nombre de choses que ceux de Pigner et Osterwalder n'englobent pas. Revenons à la fiche prestataire. Donc, on commence déjà à avoir des fiches de prestataires qui sont pas mal positionnées sur Google. Ensuite, voilà, donc on va pouvoir rechercher des prestataires. Il y a quelques modifications qui ont été apportées il y a relativement peu de temps en fonction de notre partenariat avec Après Béjune. Donc c'est la question de l'affiliation. Les prestataires peuvent dire à quelles organisations ils sont affiliés. Ça permettra aussi de faire des recherches par affiliation. Donc il y a un mécanisme de recherche qui n'est pas encore finalisé, mais on va pouvoir, en fonction de vos expériences et des expériences des utilisateurs, améliorer ces critères de recherche. Et ça permettra aussi une chose très intéressante, dans chaque outil, vous verrez tout à l'heure, les prestataires qui ont manifesté l'intérêt d'un outil, l'ont mis dans leur préféré, vont apparaître aussi sur la page des outils. Donc, maintenant, je vais vous montrer. Non, Microcrédit Solidaire Suisse n'a pas encore manifesté d'intérêt à faire partie de l'association. Mais comme je les connais relativement bien, je pense que je vais aller les draguer, comme on dirait. La page, donc les outils, il y a deux versions d'outils. Il y a des outils avec un ancien format qui sont portés petit à petit pour le nouveau format et un certain nombre d'outils qui sont déjà dès le départ en nouveau format. Donc la page d'un outil, elle se présente de la manière suivante. Il y a des petits icônes pour que vous puissiez, ou n'importe qui puisse partager sur les réseaux sociaux. Il y a un bandeau pour indiquer l'état de situation de la fiche. Elle peut être en rédaction, elle peut être pré-publiée ou publiée. Et aussi un petit menu d'accès rapide à l'intérieur de la page. Il y a la fiche de l'outil, donc il y a un bandeau avec son positionnement, son utilisation, et une fiche qui résume l'outil. Puis, dessous, on a le mode d'emploi avec la description et la mise en œuvre de l'outil avec la démarche à suivre. Ensuite, on a des instruments qui peuvent être téléchargés. C'est des formulaires, des affiches, des fichiers Excel, donc diverses choses qui peuvent être téléchargées. Et puis, c'est là qu'on a, sous les instruments, les prestataires qui ont déclaré cet outil comme faisant partie de leurs outils préférés.
et bien entendu un lien avec des outils complémentaires qui sont intéressants pour ceux qui ont eu qui ont consulté cet outil. Est-ce que vous avez des questions sur les outils? Alors, nous avons eu la chance d'avoir un volontaire qui nous a mis notre site en mode en russe. Là, non, alors pas du tout. Donc, nous avons quelqu'un qui nous a mis le site l'infrastructure du site pour le mode multi-langue. Les outils sont libres de droit. Nous avons déjà commencé quelques petits pas en portugais et en espagnol, mais dans notre dernière séance de comité de l'année dernière, nous avons décidé de mettre en priorité stratégique l'anglais. Donc, nous avons déjà un outil qui a été traduit en anglais, l'infrastructure qui est en train de se mettre en place pour l'anglais, et nous allons chercher des volontaires justement pour traduire les outils petit à petit en anglais, sous la forme de mission. Donc, est-ce que vous avez encore d'autres questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Niet. Ça, c'était du russe, non? Ok. Denise nous entend toujours? Bon, je ne sais pas si Denise nous entend toujours. Si Denise nous entend toujours, ah, elle est en train d'écrire. Donc, elle nous entend. Excellent, excellent. Donc, là, je vais vous parler maintenant un petit peu de l'ensemble des outils. Donc, nous avons pour chaque canevas aussi une fiche, le canevas des valeurs, le modèle d'affaires social premier niveau. Nous avions un deuxième niveau, nous l'avons toujours du reste pour le canevas de modèle d'affaires, mais qui est vraiment relativement peu utilisé, ou pratiquement pas. Nous avons un canevas de gouvernance, il s'appelle identification de gouvernance, donc une fiche pour le canevas de stratégie, une fiche pour le canevas de RSE, et très intéressant, nous avons un canevas de gestion de projet qui est exactement le même que le canevas de modèle d'affaires, qui a été inspiré justement, et ça a été l'incitation de Lata Niger lorsqu'elle était encore à Bénévolavo, qui nous a dit, mais on peut exactement gérer un projet ou penser à un projet avec les mêmes questions que pour le modèle d'affaires. Donc, nous avons dérivé du canevas de modèle d'affaires le canevas de gestion de projet, qui sera utile pour le fil rouge de l'implantation. Ensuite, nous avons quelques outils transversaux. Comme je vous avais dit tout au début, nous avons un référentiel de compétences entrepreneuriales et sociétales qui a été fait avec la collaboration d'une centaine de personnes, via Internet bien entendu. Nous avons des petits outils de compétences et qualités entrepreneuriales qui ont été inspirés du programme Empretec de la CNUSED, les métiers de l'entrepreneur sociétal, le profil d'entrepreneur social, une question d'équilibre de préférence au travail et une boussole d'innovation sociétale. C'est des outils, on ne peut pas les mettre directement sur un canevas, donc c'est pour ça qu'on les appelle transversaux. Des outils, pour le moment relativement peu, qui ont été mis en relation avec le canevas des valeurs. Un qui a été bien utilisé déjà, c'est celui-ci, avec plusieurs organisations et qui est très intéressant pour aider à créer une charte de l'organisation, qui a été utilisé aussi pour Social Business Models. Celui-ci qui est moins utilisé et celui-ci qui a été mis dernièrement par Jean-Claude Duhaut, qui a été utilisé par les églises au travail, dans une conférence sur la dignité au travail des églises catholiques.
Nous avons ensuite des outils liés au modèle d'affaires. Donc, pour la question où, ben, nous avons ces deux outils, l'analyse de contexte, image riche et Pestel. Pour la question pourquoi, nous avons ces trois outils. Pour le qui, nous avons l'analyse détaillée de la clientèle, clientèle et besoins et prestations, et énoncé de la mission. Donc, il faut aussi les prestations qui se trouvent ici. Nous avons d'autres outils qui sont liés aux autres blocs, des tableaux de gestion de l'information, très utiles, validation des hypothèses du Canva, parce que souvent on construit un Canva de modèle d'affaires dans un bureau, et ensuite il faut vraiment sortir pour vérifier, valider si ce qu'on a supposé est réel. Pour ça, un outil d'élaboration de sondage, un outil pour faire des pitchs de sondage, des outils de marché niche, analyse de la concurrence, et pour la question de la communication, aide au choix des couleurs et canaux et outils de communication. Il y a un blog aussi avec quelques pré-outils qui n'ont pas encore été transformés en outils. Et aussi pour les processus, un premier outil de l'organisation aux activités. Ensuite, lié au modèle économique, un outil très utile, évaluation préliminaire de la viabilité financière. C'est un outil qui fait des évaluations à la louche. Donc, ce n'est pas un tableau financier, c'est vraiment un outil qui permet de dire où ça risque de se casser la figure, où il y a peut-être des chances que ça soit viable. Ce n'est pas à prendre comme du pain béni, mais ça peut être un très fort avertissement parce qu'on a aussi des questions de force de travail si vraiment le projet est complètement non viable. Un plan financier, prévisionnel financier et de trésorerie qui est à finaliser. Et pour ceux qui doivent écrire un plan d'affaires, un business plan social, on a un modèle aussi qui peut être assez utile. On a des outils pour le Canva de gouvernance, choix de la forme juridique, matrice de délégation de responsabilité, très utile pour les comités des organisations. Des outils d'elevator pitch, l'analyse du profil Leonardo 345 d'un poste de travail qui va justement de l'autre côté sur les préférences personnelles au travail. Et un outil assez récent aussi aide à la création de partenariats qui est encore en phase de rédaction, mais qui peut être testé, validé par ceux qui manifestent leur intérêt. Et finalement, les outils de stratégie, on a des outils assez classiques. On a quelques outils donc c'est pour la phase en vol ou la fin de la phase de décollage, avec des pré-diagnostics et avec un outil qui a été mis par Bart Noré, le Strategy Short Track, et des outils classiques comme les facteurs clés de succès, risque, SWOT, CEPO, urgent versus important. Finalement, des outils qui se rapportent à la gestion de projet qui seront utiles pour la phase d'implantation. Voilà, on arrive à la fin de la présentation des outils. Est-ce que vous avez des questions? Alors, dans les outils, il y a pour le moment quelques exemples d'utilisation des outils. Mais justement, c'est une chose qu'on voudrait beaucoup, c'est que des prestataires puissent aussi compléter des fiches avec des exemples d'utilisation. Alors, pour répondre à la question de Denise, nous avons l'idée de faire petit à petit des webinaires sur des outils spécifiques.
est-ce que vous êtes intéressé à des webinaires spécifiques sur les outils? Donc, je vous donne quelques 30 secondes pour répondre. Je vois que ça se remplit. Ah, je vois que la bonne majorité est dans le oui pour le moment. On a 6 sur 9. 3 personnes. Hein. D'accord. Pour moi, ça va être un petit peu difficile. À Cossonay, je pense pas que je vais trouver le restaurant. Alors, ça, merci pour ton commentaire, Stéphane. Ok, je vais terminer ce premier vote et je vais vous afficher, je vais partager les résultats. Donc là, vous avez les résultats. On a 6 oui et 1 peut-être. Et voilà, maintenant, je vais aussi vous inviter, si vous voulez vous prononcer sur les webinaires qui vous intéresseraient, sur les outils qui vous intéresseraient, je vous inviterai à aller sur le site. Je crois que c'est en deuxième position sur la homepage. Il y a un sondage justement sur quels sont les webinaires qui vous intéresseraient. Je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui ont déjà répondu. Pour ceux qui n'ont pas répondu, donc vous pouvez y répondre. Et ce qui est intéressant, on pose la question aussi sur les horaires qui vous conviennent le mieux et les jours qui vous conviennent le mieux. Donc pour y accéder, vous allez sur la homepage, je crois que c'est le deuxième article qui vous donne accès à ce sondage avec les résultats du les premiers résultats du sondage, ou alors vous utilisez ce lien pour y aller directement. Je pense pas que oui, il me semble que tu as répondu, Stéphane. Donc pas besoin de répondre une deuxième fois, à moins que tu veuilles modifier, rajouter ou ou répondre pour quelqu'un d'autre. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller réellement sur le site, je vais quand même vous poser encore une question qui n'est pas sur le site. Euh, quelle est la durée qui vous convient le mieux pour participer d'un webinaire et quel est l'horaire qui vous convient le mieux? Ça sera très utile pour nous pour planifier justement nos prochains webinaires. Parce que bien entendu, dès minuit, waouh, il y en a qui travaillent tard. En général, j'ai des horaires libres entre 4 heures et 5 heures du matin. Ça pourrait aussi être une option. Il n'y avait pas la possibilité de donner plusieurs options. Il me semble que j'ai mis des choix multiples. Ah, ok, désolé. Donc je vous laisse choisir, je te laisse choisir, Stéphane, celle qui te semble la plus judicieuse. Ok, on est à 6 sur 9. Ah, merci, merci, bien sûr, Denise. On se tient au courant. Je pense que vous allez quand même revenir d'ici quelques temps en Suisse. Voilà, j'ai 7 réponses sur 9. Je termine le vote et je partage les résultats. Donc on voit qu'il y a une nette préférence pour entre 12 heures et 14 heures. Et vous pouvez me poser des questions. Hein. Entre-temps, j'ai les jours aussi. Ah, je vois que vous êtes rapide. Extra, Denise. Donc nous aurons le plaisir de nous croiser sans aucun doute. Je vois que vous avez pas mal de disponibilité. Le mercredi a l'air d'être un bon jour pour vous.
le mardi, il y en a même le vendredi en journée. Et c'est amusant, le jeudi n'est pas des plus prisés. Bien, merci d'avoir pas le vendredi. Est-ce que vous avez des questions globales sur le Canva, sur les fils rouges, sur la question d'être ou de ne pas être prestataire? Qu'est-ce que ça implique? Donc, je vous laisse totale liberté. Vous avez même la possibilité, si vous voulez, en descendant tout à droite de votre écran, tout en bas dans le coin à droite, vous avez un petit icône de smiley et en cliquant dessus, vous pouvez lever la main. En levant la main, je peux même essayer de vous passer le microphone et la webcam. Donc, si ça vous intéresse. Alors, si on va dans la recherche d'outils sur le site, on a la liste de tous les outils avec un en bref pour chaque outil. Donc, ce qui met justement ok, non mais la question n'est pas bête du tout parce que très souvent, Jonathan, on confond. Merci François. On confond un petit peu l'économie sociale et solidaire, le social business. Il y a plusieurs interprétations. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est ne pas utiliser justement le terme d'organisation sans but lucratif parce que un social business est entre les deux. C'est entre une organisation sans but lucratif où tout doit être absolument réinvesti et une entreprise de l'économie sociétale limitée qu'on appelle aussi des entreprises à lucrativité limitée. Si on reprend les définitions de Mohamed Yunus, un social business, c'est premièrement pas de perte, donc ça veut dire qu'il faut faire du profit pour qu'on puisse augmenter l'organisation, augmenter son impact, mais pas de dividendes. Donc il n'y a pas redistribution de dividendes. Ça, c'est les principes. Par contre, avec Mohamed Yunus, les définitions de Mohamed Yunus, ceux qui ont investi au départ dans la création de l'organisation peuvent, au bout d'un certain temps, récupérer leur investissement. Ce qui n'est pas le cas dans une organisation sans but lucratif. Exactement, c'est les 7 principes. Oui, en principe, il n'y a pas d'intérêt sur ce qui a été investi. Il n'y a pas de règle absolue, donc il peut y avoir des variations qui sont faites là-dessus, bien entendu. Je termine le vote et je partage les résultats. Donc, nous avons 100% pour le mercredi. Merci François de nous le rappeler. La FIFA est une association sans but lucratif, mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment tout à fait correcte. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles que vous aimeriez poser sur l'ensemble de ce qui vous a été présenté aujourd'hui? Donc, je mettrai à votre disposition aussi l'enregistrement de ce webinaire. Alors, Émilie, les next steps pour devenir prestataire. Alors, c'est très simple. Première chose, il faut d'abord créer son compte sur la plateforme de Social Business Models. Donc, créer son compte, ça veut dire aller dans la petite boîte connexion et il y a un menu créer son compte. Ensuite, j'autorise le compte et je vous mets dans le groupe des prestataires, ce qui fait que lorsque vous vous connecterez la prochaine fois, donc vous recevrez une validation de votre compte, de la création de votre compte,
Et la prochaine fois que vous vous connecterez, dans la petite boîte connexion, il y aura justement mon profil de prestataire. Et là, vous pourrez rentrer, ouvrir la fiche qui sera vide, bien entendu, modifier votre fiche de prestataire en répondant à toutes les questions qui sont posées, donc en incluant toutes les modifications. Voilà, est-ce que j'ai répondu pour Emily et Jonathan? Il y a aussi sur la page, la homepage, dans le menu, c'est dans vos ressources, prestataires, il y a une fiche d'instruction. A-t-on besoin de fonds propres importants pour pouvoir lancer son activité, achat de machines, d'équipements? Si c'est le cas, une association sans but lucratif ne fera probablement pas l'affaire car les fonds propres sont généralement très faibles. Merci François. Donc il est parfois indispensable d'avoir des actionnaires et dans ce cas, on tombe dans la catégorie à but lucratif. Mais vous n'êtes pas obligé de maximiser le profit pour autant. Merci, merci. Oui, exactement, Jonathan. Les frontières ne sont pas absolument claires. Et je pense pas qu'il faille chercher des frontières absolument claires en disant oui et non. Comme dit François, c'est vraiment une question d'intention, de motivation dans l'organisation. Par quel bout on aborde son modèle d'affaires? Est-ce qu'on l'aborde par les besoins qu'on veut résoudre, les besoins réels, les causes sociales qu'on veut qu'on veut résoudre, ou simplement parce qu'on a une bonne idée et qu'on va ensuite, on rentre par le quoi, et ensuite on va dire, mais tiens, mais quels seraient les problèmes que ma solution peut résoudre? Exactement, Stéphane. Merci pour tous ces commentaires qui sont très riches. Voilà, il est déjà 12h32. Donc, les questions, les réponses ont été faites. Oui, oui, Stéphane, c'est tout à fait correct. La formation associative auprès de la loterie romande, par exemple, a beaucoup plus de possibilités d'obtenir des fonds qu'une SA, sans aucun doute. Voilà, je crois qu'on arrive gentiment au bout. Encore une question de Cédric. Alors, bonne fin de journée Cédric, bonne journée Stéphane, bonne journée Émilie, bonne journée Denise, euh, bonne journée Christian, Jonathan, et à tout bientôt. Et bien entendu, la plateforme est à disposition. Si vous êtes intéressé de devenir prestataire, créez votre compte et je vous mets dans le groupe des prestataires et ensuite vous pourrez faire votre profil. Merci beaucoup et à tout bientôt.